Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR. Je suis rejoint par Shai pour débriefer les infos de la nuit. Vous savez qu'il n'y avait pas de match de finale. Le prochain match, ça sera donc dans la nuit de ce soir à demain. Game 6 avec toujours autant d'incertitudes autour de Tyrese Haliburton. Mais là, on va parler de choses qui sont un peu plus tangibles parce qu'on n'en sait pas plus sur la situation de Tyrese. Grosse nouvelle quand même, qu'on n'avait pas vu venir, nous en tout cas, les Los Angeles Lakers qui sont en vente et qui sont même sur le point d'être rachetés pour une somme qui s'annonce record autour des 10 milliards de dollars. Shai, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on sait un petit peu de ce deal? Ouais, c'est un peu une surprise parce que la famille Buss est quand même là depuis un paquet d'années. Avec l'arrivée de Luka Doncic, on pouvait dire que l'avenir était plutôt florissant, mais c'est aussi peut-être pour ça que la franchise a été vendue, ou en tout cas les parts majoritaires ont été vendues à Mark Walter, qui était déjà actionnaire minoritaire depuis 2021, qui est un investisseur déjà chez les Dodgers, chez les Sparks, enfin, c'est quelqu'un qui est très 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 impliqué dans d'autres équipes, qui a la réputation d'avoir le portefeuille plutôt bien ouvert pour dépenser, hein. Les fans des Dodgers en savent quelque chose. Et mine de rien, c'est quand même une petite bombe. Quand j'ai vu l'information, ça m'a surpris. Le montant ne me surprend pas parce qu'on avait vu sur les dernières ventes ou les dernières transmissions d'actions que ça tournait autour des 5 milliards. Là, 10 milliards pour la franchise la plus... comment dire, c'est une des franchises les plus mythiques du sport US de toute façon depuis que Jerry Buss en a fait ce qu'il en a fait. Et du coup, ça donne une valorisation totalement stratosphérique qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du sport américain ou mondial. On peut noter donc Walter prend 66% des parts. Ginny Buss, qui est évidemment le visage de la franchise depuis que le papa est parti, elle garde 15%. Elle reste aussi, alors ils utilisent le terme de gouverneur de l'équipe, ce qui veut dire qu'elle est censée assurer la direction de la franchise pendant quelques années. Faire gaffe parce que c'était le plan pour Mark C'est ce que Cuban à j'allais la base dire. de Ouais. Dallas. On va voir si elle aura son mot à dire sur ce qui va se passer prochainement, s'il y aura des changements au niveau de la direction. Est-ce que le front office va rester avec Rob Pelinka? Est-ce que ça change quelque chose pour le head coach, pour les joueurs? Ça on verra après, mais c'est quand même une nouvelle importante. Et c'est assez vertigineux de se dire que Jerry Buss en 79 a acheté les Lakers et le Forum d'Inglewood à l'époque pour 67 millions de dollars, 67 millions et demi. Et bah depuis, avec tout ce qui a été développé autour de la franchise, le Showtime, les titres, les dynasties, les stars, maintenant, ils en retirent 10 milliards de dollars. C'est absolument vertigineux. Ouais, ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que tu disais au sujet de Jenny Buss et du fait qu'elle devrait conserver quand même le pouvoir décisionnaire sportif sur les prochaines années en tout cas. Mark Cuban s'était beaucoup exprimé après le trade de Luka Doncic pour faire comprendre que c'était ce qui était prévu qui se passe du côté de Dallas, mais que la NBA avait mis un veto en gros, avait empêché le fait que ça soit mis par écrit dans le contrat de cession de ses parts. Là, j'imagine que si c'est annoncé de cette manière-là, c'est que ça sera quand même quelque chose d'officiel. Et qui sera effectif. Tu donnais aussi quelques stats. Je redonne les deux dernières franchises qui avaient été revendues avant les Lakers. Les Mavs pour 3,5 milliards, les Boston Celtics pour 6,1 milliards, et donc là, les Lakers pour 10 milliards. C'est quand même assez effectivement vertigineux. Et ce qui est fou pour revenir à Dallas, c'est que je me demande dans quelle mesure, finalement, on en revient toujours au fameux trade de Luka Doncic, ça a joué là encore en faveur des Lakers dans la revente de la franchise, parce que là, ceux qui rachètent, ils rachètent pas juste la marque, ils rachètent pas simplement le fait que les Lakers sont toujours suffisamment attractifs pour faire venir des stars. Ils ont déjà leur star qui doit pouvoir au moins comment dire, leur permettre et leur garantir d'être compétitifs et de faire du buzz, d'être une des équipes dont on parlera le plus quoi qu'il arrive pour les 10 prochaines saisons. Donc c'est assez incroyable en fait cette année pour les Lakers, tu sais, où finalement ils seront sortis tôt des playoffs, mais c'est peut-être l'une des saisons comment dire, les plus réussies d'un point de vue management, en tout cas, de l'histoire de la franchise. Ouais, ça a joué, je pense, en tout cas, peut-être pour atteindre cette valorisation et pour peut-être décider le move à cet instant précis. Parce que avec les Dodgers, Walter, il y a eu un peu le même raisonnement. Il savait qu'il y avait Shohei Ohtani, qui est la superstar du baseball mondial, le japonais, qui a signé un contrat démentiel dont on parlait tous les deux avant de commencer, 700 millions de dollars sur 10 ans. Et pareil, il savait que la franchise avait un avenir parce qu'il était relativement jeune et que pendant 10 ans, il savait que les gens regarderaient, les gens viendraient au stade. C'est un peu pareil pour les Lakers.
Je sais que LeBron et Luka se sont tous les deux dit par représentant interposé, très très satisfait, très heureux et optimiste pour l'avenir avec cette arrivée, parce que comme je le disais tout à l'heure, il a quand même la réputation de vouloir dépenser allègrement, donc tout ce qui concerne les luxury tax et les salaires, etc. Ça devrait bien se passer de ce côté-là pour les Lakers. Et en même temps, ce qui est vraiment intéressant pour les fans, c'est que c'est quand même quelqu'un qui a déjà une expérience du sport professionnel. On connaît, voilà, c'est Bill Simmons souvent qui parle du syndrome du nouveau propriétaire qui veut façonner l'équipe à sa manière, qui a forcément réussi dans les affaires, sinon il n'aurait pas été capable de racheter une entreprise comme celle-ci. Donc il se dit, mais moi, de toute façon, je sais y faire, on va faire ci, on va faire ça, qui est prêt à tout détruire. On a vu ce que ça a donné du côté des Kings avec Zivek. On a vu ce qui se passe du côté des Suns avec Matisse Bia. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire que tu as un nouveau propriétaire qui est prêt à mettre de l'argent, mais en même temps qui a du savoir-faire, qui connaît le milieu et qui va peut-être pas non plus se précipiter à faire tout et n'importe quoi, même si, bien sûr, ça c'est inhérent au rachat de toutes les franchises, il va y avoir une envie quand même de marquer son terrain et de réussir tout de suite, sachant que les Lakers ont déjà quand même une ossature vraiment intéressante. Ouais, c'est ça. Est-ce que la consigne, ça va être là, consolider un peu ce qu'il y a là déjà? Il y a déjà Luka, LeBron, permettre à LeBron de bien finir sa carrière, essayer de remporter un titre avant la fin. Ou est-ce que la consigne, ça va être faites des trades de manière agressive pour faire venir des superstars? On a vu que ça avait été la tactique de Matisse Bia, qui pour le coup, il connaît aussi le sport. Hein. Il a joué au niveau universitaire, certes, mais il connaît quand même le sport. Ça n'empêche pas d'être impulsif et de vouloir avoir une équipe tout de suite très spectaculaire. Les Lakers, il y a déjà une base, il y a déjà deux joueurs majeurs de la ligue. Je ne sais pas ce que ça changera honnêtement sur le front office. Je pense que Pelinka est très bien implanté aussi, qu'avec ce qu'il a réussi à faire avec Luka, je les vois mal en sachant que Walter était déjà dans le groupe d'investisseurs, dans les propriétaires, pardon. Je les vois mal leur dire non, on passe à autre chose avec ce qu'il a réussi à faire. Et Redick, objectivement, sa première saison est très prometteuse. Donc, j'imagine pas beaucoup de changements dans l'immédiat. Il faudra voir sur l'après LeBron. Par contre, admettons qu'il reste un an ou deux à LeBron. C'est là quelle approche ça va être. Ça va être tout pour Luka et on construit un truc équilibré autour. Ou alors on est les Lakers, on cherche les superstars possibles via des trades, via la free agency. C'est peut-être là que la personnalité de Walter entrera en jeu. Ouais, je te rejoins. Je pense pas que ça va changer fondamentalement ce que les Lakers sont en train de faire. Parce que de toute façon, ils sont sur cette double timeline qui est déjà établie. Essayer de maximiser la fin de carrière de LeBron sans pour autant hypothéquer la suite. Donc voilà, c'est quand même. Enfin, voilà. Honnêtement, c'est vrai que s'il y a un loto et que tu devais choisir la franchise dont tu dois être fan et que c'était le hasard qui choisissait ceux qui ont choisi d'être fan des Lakers, tu te dis, mais ils ont gagné le gros lot parce que tu as tout le temps quand même. Les cycles faibles sont tellement courts pour cette franchise, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Tu sais qu'ils n'ont pas besoin de repartir sur de la construction type OKC ou autre parce qu'au bout d'un moment, il y a des free agents qui vont vouloir venir pour le prestige, pour la ville. Pour tout ça, et c'est quelque part ils ont mérité ça parce que tout ce qui s'est passé avec Jerry Buss quand il est arrivé par la suite, la manière dont ils ont traité leur star. Je sais que je suis souvent pas critique, mais c'est pas le modèle que je préfère. Je le dis tout le temps, j'adore voir ce qu'a fait OKC. Pour moi, c'est génial sur la construction sportive pure et dure, c'est fantastique. Je sais que je suis souvent critique des Lakers sur cette facilité à aller, bon bah ça va pas, et de toute façon on a la prochaine superstar qui arrive. Ils l'ont quand même acquise cette capacité à faire ça. Ils profitent de leurs atouts, de la ville, de la manière dont est marketée la franchise, de la manière dont ils traitent les stars. Et toutes les stars qui sont passées ont été très très bien traitées. Là, LeBron, le dernier, voilà, j'imagine que Luka aussi, il sera très très bien traité. Donc voilà, les Lakers arriveront toujours à se reconstruire de manière, quoi qu'il arrive, et à être compétitifs et glamour et tout ce que ça ne changera pas. C'est clair. Hier, c'était le début de l'Eurobasket 2025 féminin avec entrée en lice de la France qui s'est défait dans la douleur et vraiment à l'arraché sur le fil d'une très belle équipe de Turquie, franchement qui a proposé vraiment un très beau jeu. Victoire 71-69 pour l'équipe de France. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match, Shai? Théo, en fait, j'aime tellement cette équipe de France féminine que j'ai souvent du mal à dépassionner mes analyses, tu vois, à pas être trop critique quand ça va pas. Et donc je peux paraître sévère et là je suis obligé de l'être un peu parce que il faut rappeler qu'il manque beaucoup de joueuses. Il manque la meilleure joueuse de l'équipe, Gabby Williams, qui est exceptionnelle depuis qu'elle est en équipe de France. Il manque Marine Johannes, il manque
Alexia Chéri. Enfin, il y a des absences, Marine Fauteux aussi. Donc, ça peut s'expliquer. Dans tous les cas, je savais, je me doutais que le premier match serait pas incroyable. Mais par contre, donc tu l'as dit, elle gagne de 2 petits points. Honnêtement, c'est un hold-up parce que les Turcs, elles ont mené tout le match. Elles ont utilisé la bonne stratégie avec McCowan 2,04 m. Elle leur a roulé dessus pendant une bonne partie du match. Ça a été très difficile. Donc, allez, je vais commencer par du positif. Je me remets mes idées en ordre. Le positif, c'est que cette équipe, quelle qu'en soit la composition, au niveau mental, c'est la meilleure équipe quasiment du monde parce que voilà, c'est très très dur. Elles sont menées, elles trouvent les ressources pour marquer à la fin. Valériane Ayayi, Minia Touré avant. Mentalement, c'est très fort. Elles arrivent à se sortir de situations à la fois pour rester dans les matchs quand elles sont pas bonnes, ce qui était le cas hier, et pour les gagner à la fin. Ça, c'est extrêmement positif et ça te permet d'aller loin dans les tournois. Et les Bleus vont aller loin dans ce tournoi. Je vois pas d'autres scénarios. Mais à côté de ça, je suis extrêmement frustré de voir comment elles ont été maladroites. Ça peut arriver. Mais il y avait un manque d'idées, un manque de repères qui est pas normal, même avec autant d'absence, je trouve. J'ai du mal à saisir un peu la hiérarchie. J'ai plus l'impression que Jean-Aimé Toupane leur a dit bon, allez, on va jouer et puis on va voir qui se démarque et puis qui va prendre les responsabilités. C'est un sentiment extérieur. Hein. Et du coup, c'est pas très satisfaisant à regarder et c'est un peu frustrant compte tenu du potentiel de l'équipe, même lorsqu'elle est diminuée. Du coup, dans les points positifs, Janelle Salin, dont j'arrête pas de parler depuis 2 ans, qui est, je trouve, fantastique et qui, même avec du décalage horaire dans la tête, vient d'arriver de Golden State. Elle les a maintenus dans le match une bonne partie du temps. Elle finit avec 22 points, je crois. 22 points, 4 rebonds. Ouais. Et pour le reste, par-ci, par-là, il y a eu quelques petites éclaircies, mais c'était assez pauvre en attaque, assez maladroit. Et même défensivement, sur une grosse partie du match, les Turcs ont vraiment mis les Bleus en difficulté. Et il faudra, c'est évident, il faudra faire plus, pas contre la Grèce ou contre la Suisse sur les prochains matchs, parce que je pense que ça se finira de la même manière. Mais pour après, quand tu affronteras l'Espagne ou la Belgique, s'il y a finale, c'est pas possible pour moi. Alors, pour du côté positif, Shai, enfin, ce match laissait beaucoup à désirer, mais en même temps, tu voyais quand même, j'ai trouvé que tu voyais le potentiel et qu'il y avait pas mal de choses qui peuvent laisser espérer de meilleurs lendemains pour l'équipe de France. J'ai trouvé que sur le début de match, il y avait beaucoup d'animation dans le jeu offensif. La balle bougeait bien. Il y avait pas mal de choses. Grosse maladresse, heureusement, effectivement, que Janelle Salin met dedans dès le début du match. C'était la scoreuse la plus régulière, je pense. Et avant que Valériane Ayayi, finalement, permette de verrouiller... Elle a vraiment été déterminante sur la fin. Par contre, pour parler de la défense, je pense que la défense en première mi-temps n'était pas du tout au niveau des standards de l'équipe de France. Heureusement que elles se sont reprises en deuxième mi-temps. C'est ce qui a permis de réduire le score et puis d'aller chercher cette victoire. Parce qu'au-delà de la pivot turque, je vais retrouver McGonigal, pardon. McCowan, pardon. Effectivement, sa domination, elle est importante, mais il n'y avait pas suffisamment de pression, clairement, sur les joueuses extérieures. Il y a Çakır qui fait un super match, vraiment très très belle joueuse du côté de la Turquie. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, par contre, offensivement, sur la deuxième mi-temps, au-delà de la maladresse à 3 points, il y a eu une maladresse dans les tirs au cercle qui est pas du niveau d'une équipe de ce standard-là. Hein. Le nombre de lay-up, de tirs vraiment à la finition, c'était catastrophique. Et sur la fin du match, vraiment ce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre en deuxième mi-temps, parce qu'effectivement, la défense turque était intéressante. Elles ont joué une zone match-up qui a beaucoup perturbé l'équipe de France, qui était vraiment très très bien jouée. Mais au-delà de ça. On a joué uniquement en périphérie. Il n'y avait plus du tout de ce qu'on appelle les paint touches où la balle va dans la raquette, que ça soit par la passe ou par le dribble pour fixer et ressortir. On jouait uniquement en périphérie, sachant qu'il n'y avait pas d'adresse à 3 points. Et heureusement que sur la fin, on trouve enfin un petit peu d'adresse à 3 points par Valériane Ayayi, Minia Touré, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. C'est ce qui permet de repasser devant de manière un petit peu, à l'arraché, quoi, et de prendre ce match à l'arraché. Donc, ces choses-là, effectivement, elles ont pénalisé l'équipe de France sur ce match-là, mais j'ai le sentiment quand même que c'est des choses qui peuvent être et qui doivent être corrigeables et qui seront pour la suite du tournoi. C'est quoi le prochain match, Shai? La Grèce ce soir à 19h30. La Grèce à domicile. Donc ça, faut faire attention quand même, parce que même si les salles sont pas très remplies sur le premier tour, pour les équipes à domicile, il y a quand même une ambiance. La Grèce n'est pas non plus sur une génération incroyable.
Et après, ce sera la Suisse qui est un peu le petit pousset de la compétition. Mais je suis d'accord, évidemment, qu'on voit le potentiel, la marge de progression. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il n'y ait pas de certitude d'entrée, alors qu'il y a une préparation plutôt longue. On sait depuis longtemps qu'il n'y aura pas un tel. C'est plus ça. J'attends toujours à chaque compétition, depuis 2 ou 3 compétitions, de voir un peu plus Iliana Rupert utilisée pour ses qualités en attaque, celle qu'on voit en Euroleague toute l'année où elle est incroyable. Alors ça doit venir d'elle aussi. Attention, l'agressivité, je l'ai dit dans la preview, c'est pas que de la faute des autres, que de la faute du coach. Il faut qu'elle aussi arrive à se mettre en avant. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait pour elle, alors que c'est un talent intérieur qui est énorme. Et voilà, c'est plus l'absence de certitude, de repère. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est bon, on verra. De toute façon, le niveau de cet Euro, il y a des absentes partout, sauf en Belgique. Donc, elles ont l'air de se dire, ou en tout cas, le coach se dit, on va passer, de toute façon, on va avancer. L'écart, on jouera peut-être contre la Serbie. Bon, je dis la Serbie, elles ont perdu le premier match contre l'Italie, mais on jouera contre une équipe abordable, donc ça devrait passer. Et après, on sera en demi, donc c'est les gros matchs, ce sera à ce moment-là, quoi. Donc peut-être que le calcul est bon, peut-être qu'elles arriveront au top en demi-finale et qu'elles auront leur certitude, leur style de jeu, la défense étouffante qui fait que les Bleus, à chaque fois, font des compétitions réussies ou presque. Mais c'est juste un peu frustrant. J'aimerais voir à l'image d'autres équipes, tu sais à quel point j'aime la Belgique, par exemple, parce que, alors, elles ont la chance d'avoir toujours presque la même équipe depuis des années. Il n'y a pas de rodage avec la Belgique, ça joue tout de suite le basket belge qu'on connaît. Et il n'y a pas de. Je dis pas qu'elles réussissent tous leurs matchs parfaitement, mais on sait à quoi s'attendre et elles le déploient tout de suite. C'est juste toujours ça qui me frustre un peu avec l'équipe de France. Et voilà, je veux pas paraître trop sévère. Je vais les encourager et être très content quand elles auront rectifié le tir, notamment au niveau de l'adresse. Mais j'aurais aimé une entrée un peu moins poussive. Voilà, c'est tout. Mais après, il faut. Tu parlais du mental de l'équipe, il faut effectivement le mettre en avant parce que aller gagner un match en ayant shooté à 35% au tir, pas à 3 points, hein, au global, 35% au tir. 26% à 3 points, en ayant perdu la bataille du rebond, aller chercher un match comme ça, c'est quand même que ces filles-là ont des ressources. Et peut-être aussi, parce que tu vois, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu de la Turquie. Je regardais le match via le pass FIBA. La commentatrice, dont j'ai pas retenu le nom pendant le match, mais s'avouait elle-même surprise du niveau proposé par cette équipe de Turquie. Oui. C'est peut-être aussi une équipe, je pense, qui n'avait pas été vue comme une bonne équipe. On verra ce qu'elles feront sur la suite de la compétition. Mais moi, j'ai été plutôt séduit par le jeu de la Turquie. C'était peut-être aussi un adversaire qui était plus coriace qu'on aurait pu l'imaginer. Ouais, clairement. Alors, on savait qu'il y avait la menace McCowan. C'est pareil en WNBA, elle fait 2m04 quand même, donc si tu peux, c'est quand même un point d'appui important. Mais sur ce match-là, on n'a même pas vu celle qui, pour moi, est l'autre meilleure joueuse de l'équipe, c'est Sevgi Uzun qui joue aussi en WNBA. Elle a été un peu discrète, mais oui, j'ai été surpris en bien par la Turquie, mais je pense aussi que c'est la manière dont les Bleus ont abordé la rencontre qui leur a permis de jouer comme ça. Mais t'as raison, la Turquie a sans doute un peu joué au-dessus des attentes et on va voir sur la suite du tournoi, on va voir contre la Grèce qui sera ce sera leur finale aux Turcs. Ah, ça va être chaud. Hein. Ouais, dans les tribunes, on peut imaginer que ça va être chaud. Et sur le terrain, le match aura son importance, donc on va suivre ça. Voilà, et juste pour refermer, la Turquie qui a vraiment quand même perdu le match sur la ligne des lancers francs. Elle termine à 19 sur 33 au lancer franc. C'est vraiment là qu'elles se sont tirées une balle dans le pied. Bravo aux Bleus d'avoir été opportunistes pour le prendre malgré tout. Allez, je vous donne les autres résultats des matchs d'hier. Donc tu l'as dit, l'Italie qui a battu la Serbie 70 à 61. La Grèce qui s'est logiquement imposée 87 à 65 face à la Suisse. Et la Lituanie qui a battu la Slovénie 77-71. C'est une surprise. Voilà. Et la suite, c'est donc ce soir, c'est ça, hein, pour l'équipe de France, tu disais ? Ouais, 19h30 contre la Grèce sur TF1 d'ailleurs, et pas sur TMC ce coup-ci, mais donc c'est cool, ça faut le dire, c'est cool d'avoir les matchs. Ça fait pendant tellement d'années, on s'est dit bon, on va espérer qu'elles aillent en quart ou en demi pour le voir sur une chaîne en clair, sur France Télé ou autre. Là, dès le premier tour, quand même, elles sont directes sur TF1 et à 19h30, c'est bien, c'est une case où j'espère que du coup, elles feront un match assez sympa pour que les gens se disent pas ah voilà bon. On n'y reviendra pas, quoi. Eh bien, à suivre ce soir. Allez, on retraverse l'Atlantique. Je te propose qu'on parle de la future draft. Pardon, qui à part, donc on sait que Cooper Flagg sera, sauf cataclysme, le premier choix de draft. Ça a l'air de se diriger quand même vers Dylan Harper
avec le deuxième pick. Par contre, derrière, ça bouge beaucoup. Vous en parliez avec Antoine hier de la dernière mock draft sortie par ESPN. Et il y a l'un des plus gros prospects, quand même, un qui toute la saison était vu comme un top 3 à coup sûr, mais dont la cote semble être un petit peu en train de décliner. Il s'agit d'Ace Bailey, qui avait déjà fait une shortlist des équipes avec lesquelles il voulait bien faire des workouts. Et là, il vient d'enrayer une de sa liste. Ce sont les Sixers. Ouais, on était resté hier déjà à se dire, c'est un peu curieux quand même qu'il ne veuille pas faire de workout en dehors du top 3, je crois, ou top 4. Mais là, il a toujours pas donné. C'est le seul joueur du premier tour, des joueurs attendus au premier tour, à n'avoir donné aucun workout nulle part. Et il a refusé un workout avec Philadelphie, qui a quand même le 3e pick. Alors, est-ce que les Sixers ont dit non, mais de toute façon, on ne te prendra pas, on vient, c'est une formalité, tu viens, on teste, mais on ne te prendra pas? Ou est-ce que c'est lui? Et c'est ce que dit Jonathan Givony, il est passé sur ESPN hier soir, qui se dit non, mais moi, mon niveau, c'est top 2 de cette draft, j'ai aucun intérêt à aller faire un workout ailleurs. Donc, je trouve encore à nouveau la démarche surprenante. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas un très bon joueur, il a plein de talent, mais il est en train de glisser. Là, Givony l'annonçait 6e. C'est pas sûr du tout qu'il fasse le moindre workout avec qui que ce soit dans les prochains jours, ce qui serait assez étonnant et quasiment du jamais vu pour un joueur qui est pas blessé ou pour lequel il y aurait une autre restriction. Je sais pas où il va atterrir du coup. Je sais pas s'il va continuer de glisser, parce qu'on a vu des types qui étaient top 5 glisser encore plus parce que les workouts étaient pas bons, parce que les entretiens se sont mal passés. On sait pas d'ailleurs comment les entretiens se sont passés, s'il a donné des entretiens en dehors des workouts, parce que je prends l'exemple de Cam Whitmore par exemple, qui était annoncé haut. Hein. Moi, je me souviens, dans les mock drafts, j'avais mis très très haut, peut-être 5e, 6e sur le talent brut. Et les entretiens avaient été assez désastreux apparemment. Et il avait glissé jusqu'à la 20e, je crois. Donc ça peut arriver. Mais je sais pas on ne sait même pas s'il a donné des entretiens, s'il prévoit de faire des workouts. C'est une approche assez curieuse quand même. Ouais, et sachant que c'était l'un des joueurs avant le Combine de Chicago, autour duquel il y avait pas mal d'interrogations sur sa taille réelle, sur son envergure réelle. Et déjà à l'époque, on entendait dire que pour certains GM, ça allait être déterminant quand même de savoir quelle est vraiment sa taille, que c'était un facteur important par rapport à son potentiel. Je sais plus à quelle taille finalement il a été mesuré, mais c'était en dessous de ce qui était annoncé à la base. Donc ça, c'est intéressant. L'autre truc qui est intéressant, c'est que depuis le début, Bill Simmons, qui n'est pas un expert de la draft, mais annonçait il trouvait que VJ Edgecombe était bien plus le type de joueur qui plaît d'habitude à Daryl Morey, par son côté polyvalent et voilà la très grande polyvalence de son jeu. C'est lui qui a annoncé en 3 du côté des Sixers dans la dernière mock draft de Jonathan Givony. Donc ça rejoint peut-être un petit peu ce que tu disais, Shai, peut-être le fait que de toute façon Ace Bailey se dise bah non, de toute façon les Sixers, soit ils me l'ont dit carrément, soit j'ai bien compris que c'est pas moi qui prendrais, donc à quoi ça sert d'aller faire un workout, et qu'après potentiellement, parce que c'est toujours pareil, tu fais des workouts, il y a toujours des choses qui sortent après un workout. Donc est-ce que ça vaut le coup que je me mette en danger entre guillemets si ça se passe pas bien? C'est peut-être ça, on en saura plus. C'est dans la nuit de jeudi prochain, hein, si je me trompe pas. Jeudi prochain. C'est le 25, ouais, c'est ça. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Mercredi à jeudi, c'est ça. Mercredi à jeudi. Voilà. Allez, pour finir, il y avait un match de WNBA hier. C'était confrontation. Tac, j'ai perdu ma page, bien sûr. Non, je la retrouve. Entre le Mercury qui a battu le Connecticut Sun 83-75, et c'était le retour d'une joueuse que tu apprécies particulièrement, je crois. C'est ça, c'est ma joueuse préférée en WNBA, Alyssa Thomas. Donc le match en lui-même, il n'y avait pas grand suspense, parce que le Sun cette année, le Sun n'a gagné que 2 matchs. Le Sun de Rachid Méziane, le coach français, il faut le rappeler quand même, et qui est en reconstruction, voire tanking, et Phoenix qui espère finir dans le top 5. Il n'y a pas grand suspense, et le Mercury a gagné 83-75, mais c'était donc le premier retour d'Alyssa Thomas dans la seule franchise qu'elle avait connue jusque-là, donc c'était assez émouvant. Ils y ont passé un film, comme on voit souvent en NBA, avec tous les grands moments, les finales NBA perdues, les matchs où elle se déboîte l'épaule et elle revient après, ça retour de blessure du tendon d'Achille, enfin bref. Des moments assez émouvants pour ceux qui connaissent un peu la joueuse et l'équipe du Sun, qui est peut-être la meilleure équipe à n'avoir jamais remporté de titre sur cette période-là, sur cette fenêtre-là. Et elle n'est pas passée très loin du triple-double, elle qui est une machine à triple-double aussi. 14 points, 11 passes, 8 rebonds pour Alyssa Thomas. 12 points, 15 rebonds pour Satou Sabali aussi pour le Mercury. Et du côté du Sun, il y avait encore Bria Hartley, titulaire, l'ancienne internationale française, parce que je ne suis pas sûr qu'on la revoie malheureusement. Elle finit avec 9 points et victoire donc du Mercury, 83-75.
Et puisqu'on parle du Sun, tu nous en parlais hier, Chat, il y avait eu cette échauffourée hein, avec le Indiana Fever. Finalement, aucune suspension hein, de part et d'autre après notamment la grosse bousculade du quatrième quart-temps, là où les joueuses se sont empoignées. Finalement, il y aura eu aucune sanction particulière après ce match-là. Ouais, bon, qu'il n'y ait pas de suspension, c'est pas, ça va, c'est pas parti jusqu'au coup de poing et tout ça. Mais c'était sur l'instant vraiment que les arbitres ont laissé le match déborder et que l'arbitrage a été un peu compliqué. Voilà, qu'il n'y ait pas eu d'expulsion directe sur Marina Mabrey, sur Caitlin Clark, etc. C'était ça qui était un peu. Qu'il n'y ait pas de suspension, c'est pas grave. C'est une ligue qui a toujours eu, il y a toujours eu des accrochages. C'est une ligue très très physique. Je pense que les gens qui commencent à la suivre le découvrent. Euh, donc ouais, c'est pas très surprenant. Je te rejoins, les suspensions, c'est pas. Bon, il n'y avait pas forcément de choses qui méritaient ça. Par contre, c'est vrai que j'étais un petit peu étonné que pendant le match lui-même, on va pas y revenir en détail, mais il n'y a pas eu des expulsions, ou du moins. Parce qu'il y a quand même des gestes qui étaient clairement antisportifs de part et d'autre. Il y en a eu à la fin, Cunningham qui a charcuté Jessie Sheldon qui avait elle-même été en embrouille avec Caitlin Clark juste avant. Je crois s'il y a eu 3 expulsions, mais elle a toute fin. Quoi. Sur la fin, oui, sur la dernière échauffourée dont on parlait. Dernier truc, ouais. Très bien. Eh ben, on va refermer là cette page de ce CQFR. On se retrouve demain matin pour débriefer le Game 6. Comme je vous le disais en introduction, on ne sait pas encore si Tyrese Haliburton va jouer. Le suspense va être jusqu'à la dernière seconde hein, parce qu'à un moment, on s'est dit, s'il va jouer, ces dernières phrases étaient quand même moins claires que ça. Donc on verra ça ce soir. Potentiellement, on connaîtra un nouveau champion NBA demain matin. En tout cas, on sera là pour débriefer tout ça en détail. On vous souhaite de passer une excellente journée et on vous dit à demain. Ciao. Ciao.